Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Voici les titres de cette édition. 13 octobre 2018, Journée internationale de la prévention des catastrophes. Occasion pour promouvoir une culture mondiale de sensibilisation aux risques et à la réduction des catastrophes. C'est la condition d'un individu privé de sa liberté et qui devient la propriété exploitable et négociable d'une autre personne. L'esclavage, comment se manifeste-t-il encore aujourd'hui? Enfin, la certification de la qualité d'une entreprise passe par la norme ISO, un instrument très peu connu que les entreprises gagneraient à avoir. Réduire les pertes économiques dues aux catastrophes, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Selon les statistiques, 1,35 million de personnes ont péri au cours des 20 dernières années du fait des catastrophes qui ne cessent de croître et dont la fréquence évolue en intensité. L'événement est célébré le deuxième mercredi du mois d'octobre et cette année, une campagne met l'accent sur les mesures pour une meilleure protection des populations. Dr Émile Yaovi, expert en catastrophes, explique. Il faut une journée pour prévenir les catastrophes dans un premier temps parce qu'il faut faire connaître les catastrophes au grand public, sensibiliser les gens sur ce qu'on appelle catastrophe parce que en matière de catastrophe, la communication elle est horizontale et permettre à tout le monde d'avoir la même connaissance des mêmes choses. Alors, catastrophe, c'est tout événement qui survient de façon imprévisible et qui surprend les gens, engendrant beaucoup de conséquences économiques, des pertes en vies humaines et autres. On a des catastrophes naturelles et catastrophes anthropiques. Comme naturel, c'est comme les inondations, les éruptions volcaniques. Par contre, les catastrophes anthropiques, c'est par exemple les accidents ou bien chimiques, d'origine chimique. Alors, réduire les pertes économiques dues aux catastrophes, c'est qu'il faut anticiper sur les catastrophes, il faut se préparer. Par exemple, élaborer des systèmes d'alerte précoce qui va nous informer à temps que dans tel moment, il y aura probablement telle catastrophe dont il faut prendre des dispositions pour que ça ne soit pas surprenant. C'est ça ce qu'il faut comprendre à travers ce thème. Et si possible, faire des plans de contingence. Et ce document déjà donne une connaissance de chaque catastrophe et maintenant comment il faut faire pour pouvoir réduire, c'est-à-dire anticiper et minimiser les risques même si ces catastrophes survenaient. Notre système d'alerte précoce, il faut que ça soit aussi multi-risque. Chaque risque doit avoir son système d'alerte précoce et sensibiliser la population pour qu'ils prennent des dispositions adéquates pour pouvoir éviter les conséquences dramatiques si la catastrophe survenait. Je le disais dans les titres, c'est la condition d'un individu privé de sa liberté et qui devient la propriété exploitable et négociable d'une autre personne comme un bien matériel. Il s'agit bel et bien de l'esclavage, un phénomène qui perdure dans le temps. Mais comment se manifeste-t-il en plein XXIe siècle? Élément de réponse dans ce reportage signé Igor Ayoso, Jennifer Sachivi. Quand on dit esclavage, c'est la dépendance absolue donc, à un maître qui peut, n'est-ce pas, faire de vous ce qu'il peut faire d'un objet. Il y a déjà 100 ans que l'esclavage a été aboli à travers le monde. On peut constater qu'elle n'existe plus sous la forme qu'on lui a connue dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, le phénomène réapparaît sous d'autres aspects. Quand on regarde dans le fond de la définition, et qu'on regarde dans la définition prodiguée par le protocole de Palerme en 2002 en ce qui concerne les enfants, on remarque dans les pratiques de tous les jours qu'il y a des actions de recrutement, de kidnapping ou de séquestration qui permet à des individus temporellement plus forts de pouvoir disposer des autres pour des fins économiques, par exemple. Nous pourrons avoir aussi des formes d'esclavage sexuel au niveau
des femmes et des filles. C'est fait de façon clandestine, ce n'est pas fait de façon ouverte. C'est comme la corruption ou bien le vol. Le vol existe toujours malgré les dispositions légales donc, qui existent pour réprimer donc, ces infractions. Et ça continue d'exister. En 2016, l'Organisation internationale du travail a publié un rapport. Ce rapport estime que près de 46 millions de personnes à travers le monde sont victimes d'une forme d'esclavage. On ne s'en aperçoit pas parce que ces personnes ne se tournent pas vers les tribunaux. Une situation qui s'explique essentiellement par l'ignorance des tests. La victime ne connaît pas d'abord les méandres pour pouvoir saisir la justice. Et ensuite, la justice, au-delà des efforts qui sont faits, reste encore une chose très élitiste qui n'est pas à la portée de la plupart de nos populations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les documents même d'analyse du ministère de la Justice qui le disent. Donc ce contexte fait que les victimes peuvent choisir finalement de se confier à Dieu. Pourtant, combattre le phénomène n'est pas si compliqué et pourrait s'avérer bénéfique à plus d'un titre. Nous voulons encourager les autorités compétentes béninoises à pouvoir vraiment adresser ce problème-là d'intermédiaires béninois qui sont en train de faire de la traite carrément de personnes en toute impunité de façon vraisemblable. Nous avons aussi des retours que la plupart de nos compatriotes qui sont allés d'ici jusqu'en Libye ont rencontré tout le temps sur leur chemin des compatriotes béninois. Ça veut dire qu'il y a des filières qui existent dans notre pays et les autorités béninoises devaient pouvoir regarder de plus près cette question-là. Et ceux-là doivent être châtiés, ils doivent être passés de la réclusion à perpétuité et justiciables, n'est-ce pas, des juridictions tant nationaux qu'internationaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais selon un rapport de la Fondation Walk Free datant de 2013, le Bénin figure parmi les pays qui pratiquent l'esclavage moderne. Le rapport cite aussi la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Gabon, le Sénégal, l'Éthiopie, la Sierra Leone, le Togo et le Cap-Vert. La Mauritanie vient en tête avec un nombre d'esclaves estimé à 150 000 personnes pour un peu moins de 4 millions d'habitants, ce qui représente 4% de la population. La certification ISO, un instrument de management de qualité pour accroître les performances en entreprise. Au Bénin, dans le secteur privé comme dans le public, très peu de sociétés s'engagent dans un système de management de qualité pour la certification ISO. Comment obtenir la certification ISO et que gagnent les entreprises certifiées à la norme? Patrick Adjaboudjou. La certification ISO, c'est à donner une garantie que les dispositions sont prises à l'interne, au sein d'un organisme, pour donner satisfaction aux clients, aux partenaires ou aux usagers. La certification ISO, un référentiel qui met en priorité au sein des entreprises l'efficacité dans les prestations et la satisfaction des exigences des clients. C'est un instrument de management de qualité délivré par un organisme certificateur à l'issue d'un contrôle de qualité. D'abord à l'interne de l'organisation. Le personnel de l'organisation gagne en qualification, en compétences et en professionnalisme. Au niveau externe, c'est que les clients, les partenaires ou les usagers d'un organisme trouvent leur compte dans la satisfaction de leurs besoins et attentes. La certification ISO n'est pas une obligation, mais le marché l'impose. Obtenir la certification ISO, c'est bâtir une entreprise solide et dynamique, centrée sur l'amélioration continue de la qualité à l'interne et auprès des investisseurs. Dès que vous injectez par exemple de l'argent en tant que bailleur, vous êtes sûr que vous avez les reporting à temps, vous êtes sûr que l'argent est bien géré parce que le flux financier est bien tracé, nous avons de la traçabilité par rapport à tout ce qui est fait. Vous constatez finalement quand le système est mis en place qu'il y a beaucoup de gaspillage que vous faisiez, que la démarche qualité vient corriger. Donc, automatiquement, ça constitue le premier gain que fait l'entreprise. C'est-à-dire l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la crédibilité vis-à-vis des clients et même à l'international, l'augmentation de la notoriété de l'entreprise même. Tout cela est pris en compte et c'est ça le retour cash qu'obtient toute entreprise qui va à la certification ISO. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, s'est engagé
Depuis l'installation en décembre 2016 de l'actuel directeur général Joël Rundolo dans une nouvelle dynamique pour l'obtention de sa certification ISO. Nous avons observé qu'au niveau de l'ORTB, il y avait déjà certains cadres et responsables qui réfléchissaient à travers un comité à la mise en place d'un petit référentiel. Donc lui, quand il est arrivé, il a voulu faire quelque chose de durable, de permanent, qui soit inscrit dans une norme internationale. L'organe du service public veut s'inscrire dans un système de management de qualité assez sur des performances reconnues à l'international. Nous allons bientôt, très bientôt, dans les prochains jours, installer ce qu'on appelle le périmètre sur lequel notre expérimentation va se faire. Ça peut être la télévision nationale, ça peut être BB24 qui nous accueille là, ça peut être la radio nationale ou autre. La norme ISO a une durée de validité de 3 ans. Toute entreprise peut l'obtenir pour mieux vendre le label d'un produit ou d'un service, peu importe le domaine d'activité. Ça a été le cas de l'assolement par exemple. Non seulement notre cœur de métier qui est la manutention, nous l'avons certifié, nous avons aussi certifié les activités secondaires, en l'occurrence la conciliation maritime et le transit. La certification ISO, une reconnaissance internationale devenue incontestablement une mine d'opportunités pour se distinguer des autres et s'imposer au-delà des frontières. En nouvelle brève à présent, au Cameroun, une start-up permet de lancer les premiers guichets automatiques de banque qui reçoivent des dépôts en cash. Une application lancée par la Commercial Bank of Cameroon. Elle devient ainsi la première à déployer ce type de guichet automatique dans le pays. Cette fintech basée à Douala, la capitale économique du pays, est spécialisée dans la fourniture au grand public et aux institutions financières des solutions innovantes, révolutionnaires et sécurisés qui rendent les services bancaires et financiers plus accessibles, plus abordables et disponibles. L'Afrique subsaharienne a mobilisé un record de 2000 milliards de francs CFA sur les marchés des obligations au 3e trimestre 2018. Cette somme représente un niveau record pour la période. Ceci en raison notamment des besoins de liquidité pour le financement des déficits budgétaires dans un contexte marqué par des revenus toujours en baisse. L'Afrique du Sud a connu le volume le plus important des émissions. Elle est suivie de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et du Nigeria. Cependant, il faut rappeler que la présence de la Côte d'Ivoire dans le top des pays émetteurs d'obligations au cours du 3e trimestre 2018 tient d'une part de la forte activité de l'économie locale. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 19h45.